Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Que s'est-il passé ? Une histoire d'archives ». Aujourd'hui, les étudiants du Master 2 Droit pénal européen et international de l'Université de Bordeaux et de l'UPPA vous proposent de vous pencher sur le sort des malgré nous lors du procès d'Oradour-sur-Glane. Ce procès a soulevé de nombreuses questions, notamment sur la responsabilité des malgré nous, ces Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande. Comment juger des hommes enrôlés contre leur gré ? Pouvaient-ils réellement être tenus responsables de leurs actes ? C'est tout l'enjeu de la stratégie de défense mise en place par leurs avocats. Dans le précédent épisode, nous avons plongé dans les premiers arguments de la défense. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration en nous intéressant à deux éléments cruciaux, la contrainte et la minorité. Deux réalités qui façonnent l'argumentation des avocats de la défense, mais comment le tribunal en tiendra-t-il compte ? C'est ce que nous allons découvrir. Revenons plusieurs décennies en arrière. Nous sommes en juin 1940. La France et l'Allemagne signent l'armistice. Officiellement, l'Alsace et la Moselle restent françaises. Mais dans les faits, elles passent sous contrôle allemand. 2 ans plus tard, en août 1942, un décret tombe. Le service militaire devient obligatoire. C'est à partir de là que tout bascule. 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans sont enrôlés de force dans la Wehrmacht. Certains sont même envoyés directement dans la Waffen-SS. Pour la défense, ce n'est pas qu'un simple contexte historique, c'est un élément clé. Un crime de guerre fut commis à Oradour-sur-Glane au moyen d'un autre crime de guerre, l'incorporation de force. Et c'est cet argument que les avocats vont mettre en avant en 1953, lors du procès de 13 malgré nous, accusés d'avoir participé au massacre d'Oradour-sur-Glane. Mais l'un d'eux ne pourra pas s'en prévaloir. Georges-René Bousse. Mais pourquoi cette exception ? Contrairement aux autres accusés, Bousse ne faisait pas partie des incorporés de force. Il s'est engagé volontairement. Cette distinction est cruciale. Alors que les autres accusés cherchaient à démontrer qu'ils n'avaient pas le choix, Bousse ne pouvait pas se réfugier derrière cet argument. Mais au fait, que signifie exactement la contrainte en droit ? L'article 122.2 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. En droit, la contrainte désigne une situation où une personne est privée de toute liberté d'action et forcée d'agir sous la menace d'un préjudice grave. Pour être retenue comme cause d'irresponsabilité pénale, elle doit être absolue, c'est-à-dire qu'aucune alternative n'était possible. Dans le cas des malgré nous, cette menace était claire. Refuser d'obéir signifiait la déportation ou l'exécution. À l'époque du procès, les familles des incorporés de force confiaient leur indignation dans des lettres adressées à la juridiction militaire, portées par l'espoir d'être entendues. Écoutez cette lettre, écrite par une mère dont le fils a été blessé sur le front russe. Croyez-moi, Monsieur le Président, je suis humiliée de voir ces semblables sur le même banc d'accusés comme les Allemands, qui sont leurs bourreaux, physiquement et moralement. Et cependant, les officiers responsables sont encore en liberté. Et avec ça, la population française les croit responsables, les nôtres. Que pouvions-nous là ? Où même un maréchal de France ne pouvait rien. Ceci est le vrai drame. Il ne devrait pas être jugé dans un même procédé. Vous l'entendez, cette détresse ? C'est précisément ce que les avocats ont plaidé au tribunal. Leur argument était simple. Ces hommes n'avaient pas choisi d'intégrer la Waffen-SS. Ils y ont été contraints. À l'époque, l'article 64 du Code pénal de 1810 disposait qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. C'est ce qu'on appelle une cause subjective de non-responsabilité. L'infraction existe, mais l'auteur n'est pas puni en raison de sa situation personnelle. L'avocat Robert Weinmann venait notamment affirmer que Les Alsaciens n'avaient pas le choix, c'était obéir ou mourir. Cependant, malgré la conscience de la contrainte subie, la défense des malgré nous n'a pas fait usage de cet argument de manière explicite. Pourquoi ce choix ? Peut-être par crainte d'une impasse juridique, la jurisprudence de l'époque rejetant souvent cet argument pour les crimes les plus graves. Ou alors s'agissait-il d'une stratégie visant à jouer sur l'émotion en insistant plutôt sur la jeunesse des accusés et leurs conditions d'Alsaciens enrôlés de force ? Une chose est sûre, cette omission interroge. une autre question pouvait se poser. Pourquoi ne pas avoir invoqué l'article 327 du Code pénal de 1810, équivalent de l'actuel article 122-4 du Code pénal, qui disposait Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.
C'est une bonne question. Toutefois, cet argument n'a pas été retenu, en raison notamment de la jurisprudence post-Nuremberg, qui a établi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont par nature illégaux, empêchant ainsi toute exonération automatique sur la base de l'obéissance aux ordres. Cette évolution repose sur la théorie des baïonnettes intelligentes, selon laquelle un soldat doit être capable de discerner l'illégalité manifeste d'un ordre et refuser de l'exécuter. Autrement dit, l'argument de l'obéissance aveugle ne suffit plus pour échapper à la responsabilité pénale lorsqu'il s'agit de crimes aussi graves que le massacre de civils. Mais si la contrainte n'a pas été invoquée juridiquement, et que l'obéissance à l'ordre légitime ne pouvait être retenue, sur quoi la défense s'est-elle alors appuyée pour tenter de disculper les accusés ? En réalité, la question de la contrainte a été analysée dans un cadre juridique bien plus large, celui du droit international humanitaire. Pour cela, la défense s'est appuyée sur les conventions de Genève de 1949, et ce, malgré le fait que les événements jugés remontent à 1944, soit avant leur adoption. Pour comprendre cette tentative, il faut savoir qu'à l'époque, les avocats de la défense ont plaidé la violation de ces conventions au regard de l'incorporation forcée des Malgré-nous dans l'armée allemande. Ils ont, en ce sens, attaqué l'ordonnance du 28 août 1944 en affirmant que cette dernière allait à l'encontre des principes des conventions de Genève en créant des incriminations exorbitantes de droit commun à l'encontre des Malgré-nous. Mais avant d'aller plus loin, remettons un peu de contexte. Que sont ces conventions et pourquoi sont-elles si importantes dans ce débat ? Les conventions de Genève sont 4 traités internationaux fondamentaux qui régissent le droit humanitaire en temps de guerre. Leur objectif ? Protéger ceux qui ne participent pas aux hostilités, les civils, les prisonniers de guerre et les blessés. Maître Berner a soutenu devant le tribunal que l'ordonnance du 28 août 1944 relative à la répression des crimes de guerre allait à l'encontre des conventions de Genève qui, en tant que traités internationaux ratifiés par la France, devaient primer sur le droit interne. Mais, dans cette ordonnance, qu'est-ce qui était contraire aux conventions exactement d'après la défense ? Pour mieux comprendre l'argument de la défense, il faut revenir sur la notion de prisonnier de guerre. Un prisonnier de guerre est un combattant capturé par l'ennemi lors d'un conflit armé international. Dans ce cadre, Maître Borner a soutenu que les Alsaciens et les Mosellans, enrôlés de force, devaient être considérés comme tels. Mais en quoi ce statut aurait-il changé leur sort ? Les articles 82 et 85 de la Convention de Genève garantissent aux prisonniers de guerre un traitement humain et les protègent contre toute sanction pour des actes commis sous la contrainte. Et ce n'est pas tout. Les articles 87 et 89 de cette même convention interdisent d'infliger aux prisonniers de guerre des peines contraires à leurs droits fondamentaux. Or, l'ordonnance de 1944 prévoyait des sanctions pénales contre ceux qui avaient été enrôlés de force. Pour la défense, c'était une contradiction flagrante avec le droit international. Et le droit international humanitaire protège également les civils. La Convention 4 de Genève interdit formellement dans ses articles 65 et 67 l'incorporation forcée des civils dans une armée ennemie. En d'autres termes, selon la défense, l'ordonnance de 1944 allait totalement à l'encontre de ces principes, qui auraient dû primer sur le droit national. Maître Berner, l'avocat des Malgré-nous, a insisté sur le fait que ces jeunes Alsaciens n'avaient pas eu le choix. Leur enrôlement n'était pas volontaire. Mais pouvait-on vraiment invoquer les conventions de Genève pour contester l'ordonnance de 1944 ? Un premier obstacle se posait, l'effet direct des traités internationaux. En droit, un traité a un effet direct lorsqu'il crée des droits ou des obligations que les individus peuvent directement invoquer devant un juge sans nécessité de loi intermédiaire. Or, à l'époque, les tribunaux français considéraient que les traités internationaux n'avaient pas cet effet direct, ce qui empêchait les avocats de les utiliser comme argument devant les juridictions. De plus, les conventions de Genève ont été adoptées en 1949, soit après l'effet d'Oradour-sur-Glane en 1944. En droit international comme en droit interne, un texte ne s'applique pas rétroactivement, sauf exception explicite. Dès lors, comment ces textes adoptés en 1949 auraient-ils pu être utilisés pour juger des faits survenus antérieurement ? Cela aurait pourtant pu être envisagé. En droit pénal, il existe une exception à ce principe, la rétroactivité in mitus. En d'autres termes, une loi pénale plus douce peut s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, tant que ceux-ci n'ont pas encore été définitivement jugés. Malheureusement pour la défense, cette exception ne s'appliquait pas ici, car les conventions de Genève ne sont pas des textes pénaux, ce qui empêche leur application rétroactive aux faits d'Oradour-sur-Glane. Les juges ont alors rappelé que ces conventions sont un cadre juridique préventif et non répressif,
elles ne régissent pas les conséquences d'une guerre passée, mais sont uniquement destinées à encadrer les conflits futurs. En plus d'appliquer strictement le principe de non-rétroactivité, le tribunal a adopté une lecture rigide de la situation des Malgré nous. Avant tout, ils demeuraient des citoyens français ayant servi sous uniforme ennemi. Dès lors, la tentative de la défense de les faire reconnaître comme prisonniers de guerre et ainsi leur offrir une protection juridique se heurta à un refus catégorique. Dans cette logique, les juges ont considéré que les conventions de Genève ne s'appliquaient pas aux poursuites pour crimes de guerre commis sur le territoire français ou contre des citoyens français pendant la Seconde Guerre mondiale. L'argument soulevé par la défense est donc écarté. Le tribunal a privilégié une approche stricte du droit, s'appuyant sur l'accord de Londres de 1945, qui prévoyait que les inculpés devaient être jugés et sanctionnés par le pays où leur crime avait été commis. Mais la défense ne s'est pas arrêtée là. Un autre aspect crucial de leur argumentation concernait l'âge des Malgré nous au moment des faits. En effet, le service militaire imposé aux Alsaciens concernait des jeunes de 16 ans et plus. Cela signifie que de nombreux Malgré nous étaient en réalité des adolescents, parfois même mineurs, au moment de leur incorporation et des actes qu'ils ont été forcés de commettre. Cet argument trouve d'ailleurs un écho dans d'autres contextes historiques et contemporains. L'incorporation forcée de jeunes dans des forces armées n'est malheureusement pas un phénomène révolu. Aujourd'hui encore, des enfants soldats sont enrôlés dans des conflits à travers le monde, souvent sous la contrainte ou la manipulation de groupes armés. La Cour pénale internationale s'est d'ailleurs prononcée sur cette question en condamnant Thomas Lubanga en 2012 pour avoir recruté des enfants soldats en République démocratique du Congo. Tout comme l'affaire Lubanga a mis en lumière la question de la responsabilité des enfants soldats enrôlés de force, l'incorporation des Malgré nous souleva la même problématique. Jusqu'où peut-on tenir pour responsables ces enfants qui ont été contraints de combattre sous la menace ? Les avocats de la défense ont abordé la minorité de manière différenciée, en fonction de l'âge des accusés. Par exemple, Maître de la Chapelle, représentant Frenzel Hermann, qui n'avait que 16 ans au moment des faits, a plaidé la disjonction de son dossier en raison de son statut de mineur. Alors, quelle a été la solution du tribunal militaire de Bordeaux à ce propos ? Les juges ont retenu que les faits ayant été réalisés dans le cadre des forces armées impliquaient que le statut de soldat lui soit attribué. Pour cela, ils se sont appuyés sur l'article 2 du Code de justice militaire, complété le 11 janvier 1945, qui disposait que la juridiction militaire est incompétente pour juger un mineur. Cependant, le texte rajoutait une exception lorsqu'il s'agissait d'un militaire ou d'un ressortissant de l'État ennemi. Au moment des faits, bien qu'étant mineur, Frenzel Hermann, allemand, agissait en tant que militaire de l'État ennemi et pouvait donc être jugé par le tribunal militaire. Son statut de militaire primait donc sur son statut de mineur. Concernant les autres accusés, Paul Graf, Henri Weber, Louis Solinger et Jean-Pierre Elsässer, leur avocat a plaidé l'excuse atténuant de minorité, un argument qui permet de réduire la peine d'un accusé en raison de son âge. En droit français, cela repose sur l'idée que la capacité de discernement d'un mineur n'est pas la même que celle d'un adulte. À l'époque des faits, la responsabilité pénale des mineurs n'était pas clairement encadrée par des règles spécifiques. Ce n'est qu'en 1945 qu'une ordonnance a instauré un régime distinct pour les mineurs, en fixant l'âge de responsabilité à 13 ans et en distinguant ceux âgés de moins de 16 ans de ceux âgés de 16 à 18 ans. Avant cela, la majorité pénale était fixée à 18 ans, comme le prévoyait la loi du 24 avril 1906. Cette même loi modifiait l'article 66 du Code pénal, qui précisait qu'un prévenu ou accusé de moins de 18 ans, s'il est dépourvu de discernement, devait être acquitté. L'article 67 du Code pénal, quant à lui, prévoyait que si le discernement était établi, les peines devaient être adaptées à l'âge du prévenu ou de l'accusé. Mais alors, quelles sont les peines principalement applicables pour les mineurs ? Lorsqu'un mineur avait 16 ans et qu'il disposait du discernement, c'est l'article 67 de l'ancien Code pénal qui déterminait les peines applicables. Dans le cas précis où la peine de mort était encourue, le mineur aurait pu se voir condamné à des travaux forcés à perpétuité ou à une peine de prison de 10 à 20 ans. Après avoir examiné l'ensemble des arguments soulevés par la défense, il ne reste plus qu'à découvrir comment le tribunal militaire de Bordeaux va trancher cette affaire. Le verdict sera-t-il à la hauteur des enjeux soulevés ? Réponse dans le prochain épisode.
Merci à Anna Gauvin, Pauline Bernadet et Johan Ducamp pour les recherches et la rédaction du script de cet épisode. Merci à Anna Gauvin pour le montage de ce podcast. Vous avez entendu la voix de Anna Gauvin, Adrien Bidet, Zoé Delpierre, Johan Ducamp, Pauline Bernadet et Pauline Guénin. Merci de votre écoute et à bientôt.